Bienvenue à la masterclass Comment migrer du MRP classique vers le DDMRP, quel impact pour votre SI? À mes côtés aujourd'hui, Gilles Allais, directeur de la Business Line Supply Chain au sein du CXP, qui vous donnera dans quelques instants toutes les clés pour réussir votre projet, et Frédéric Picano, CEO Europe de la société B2Wise, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et qui compte plus de 20 ans d'expérience en supply chain management, ayant exercé divers postes, notamment à responsabilité au sein de grands acteurs industriels tels Solvay, Abbott ou bien encore Biomerio. Bonjour messieurs. Bonjour. Ravi d'être là. Pour le confort de tous, les micros des participants sont coupés. Nous allons couper également nos caméras. Nous vous invitons à poser vos questions depuis la zone de dialogue qui est à votre disposition dans le panneau de contrôle. Et nous y répondrons soit par mail ou en prenant un temps d'échange à l'issue de cette masterclass. Au programme, tout d'abord quelques mots sur le CXP, puis nous démarrerons cette masterclass par une présentation de l'état de l'art de la DDMRP en France. Nous enchaînerons ensuite sur les impacts d'une migration d'un mode de planification standard de type MRP vers un nouveau mode de planification tiré par la demande et plus connu sous l'acronyme DDMRP. Frédéric vous présentera les bonnes pratiques et les différentes phases nécessaires dans le cadre d'un déploiement d'une solution de type DDMRP et comment B2Wise y répond. Enfin, nous terminerons cette masterclass avec les recommandations habituelles du CXP et quelques informations sur nos documents de recherche qui pourront accompagner vos réflexions. CXP est le premier cabinet européen indépendant d'analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique. Leader du conseil et de l'analyse des logiciels et des services associés, nous appartenons au groupe Persimilaire. Ensemble, nous accompagnons nos clients dans leur prise de décision grâce à une approche unique à 360 degrés qui englobe des capacités d'évaluation couvrant les marchés, les produits, les technologies IT, les services et leur utilisation commerciale. CXP assiste également les DSI dans l'évaluation et la sélection des éditeurs, des ESN et tout autre prestataire avec un accompagnement dans l'optimisation de leur stratégie de sourcing et dans leurs projets, notamment au travers de MyCXP qui est une plateforme de services permettant à la DSI de contribuer à la création de valeur par la transformation numérique auprès des membres du COMEX en tant que business partner. Mais également, au travers de missions de conseil, nous vous accompagnons et sécurisons vos projets. Nous avons également un annuaire qui s'appelle le Gamix, qui référence plus de 2500 éditeurs et plus de 6500 logiciels qui est à votre disposition, ou bien encore, dans le cadre de formations que nous dispensons auprès des DSI et des directions métiers et des membres du COMEX. Nous allons démarrer cette session. Tout ce qui vous a présenté aujourd'hui sera issu de notre plateforme MyCXP et vous pourrez y retrouver notamment cette masterclass. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Gilles. Pour rappeler un petit peu les origines et les objectifs du DDMRP, les grands principes du management de la supply chain datent en fait des années 50 avec une méthode de planification inventée par un Américain, Joseph Orlicki, qui a appelé ça le MRP pour Material Requirement Planning. Le principe consistant à propager la demande réelle ou estimée via des prévisions à travers des nomenclatures de production via un calcul de besoins dépendants en cascade. Une chose est claire, le MRP, qui rend tous les besoins dépendants à partir d'une demande et de ressources supposées assez fiables, ne répond plus aux besoins d'agilité des supply chains d'aujourd'hui. Les prévisions étant souvent fausses et des processus pas toujours fiables, se baser sur ces derniers peut mener à des situations critiques de rupture ou de surstock. Le DDMRP a quant à lui été créé en 2010 aux États-Unis dans le but justement de dépasser les limites des concepts pensés à une époque où le monde était beaucoup plus stable qu'aujourd'hui. Ce modèle tiré par la demande a été développé par le fameux Demand Driven Institute. De fait, le DDMRP n'est pas une révolution, mais plutôt une évolution des bonnes pratiques existantes sur le management des flux. Il repose sur des concepts issus effectivement du MRP ou de son équivalent pour la distribution, le DRP, du Lean, du Six Sigma, théorie des contraintes, juste à temps, etc. et des innovations qui sont spécifiques. Pour rappeler ici les 5 composants du DDMRP, qui se décomposent en fait en 5 étapes. Donc ça se lit de gauche à droite. Première étape étant de faire ce qu'on appelle le positionnement stratégique des stocks, qui consiste à positionner des buffers, c'est-à-dire des stocks tampons, à différents niveaux de la supply chain. Le deuxième étape étant
consistant à dimensionner les buffers qui sont, comme vous le voyez, constitués de 3 couleurs vert, jaune, rouge. Donc, ces zones sont dimensionnées en fonction de la consommation moyenne journalière, du délai de réappro, de la variabilité, du minimum du commande. Troisième étape, c'est l'ajustement dynamique qui va permettre de faire en sorte que ces buffers soient réajustés de façon dynamique, soit de façon calculée en fonction de la mise à jour quotidienne de la consommation moyenne journalière, soit de façon planifiée en fonction de l'anticipation d'événements futurs comme la saisonnalité, un problème de fermeture fournisseur, de maintenance, des promotions, etc. Quatrième étape, on rentre dans la partie planification avec l'innovation majeure du DDMRP qui est le calcul de l'équation de flux disponible. Donc, pour chaque article, le DDMRP va calculer un flux disponible et considérer le besoin de passer commande ou non en fonction de la demande réelle. Si le flux est dans le vert, la commande n'est pas nécessaire, le planificateur peut faire autre chose. À l'inverse, la commande va s'imposer si le flux est dans le jaune ou dans le rouge. Ainsi, le planificateur a une vision claire et partagée de ses priorités de la journée. Il devra donc commencer par passer les commandes dans le rouge, puis celles dans le jaune. Cinquième étape, qui est un peu le prolongement de l'étape planification, qui s'appelle l'exécution visible et collaborative, qui consiste à mettre en place des alertes d'exécution qui vont permettre de classer les ordres selon les priorités relatives par rapport au niveau de pénétration de buffer. Donc, il s'agit ici d'un changement de paradigme essentiel pour les planeurs, puisque depuis des décennies, je dirais depuis le MRP, justement, on planifie à partir d'une date due, théorique, et amenée à être modifiée, avec toutes les complications que ça entraîne. Ici, la couleur de l'urgence réelle permet de prioriser les commandes au moment de la décision. Cela étant dit, le DDMRP n'est quelque part que la brique opérationnelle d'un modèle qui se veut plus large. C'est ce qu'on entend par la démarche Demand Driven, qui encore une fois a été conceptualisée par le Demand Driven Institute, sous l'expression Demand Driven Adaptive Entreprise. Donc derrière ça, il y a pas mal de concepts assez innovants, donc je m'en excuse par avance, pas mal de nouveaux acronymes, et vous verrez, tout s'explique de façon assez simple. Donc, comme je l'évoquais, le DDMRP, c'est la brique opérationnelle pour la première étape, qu'on appelle DDOM, Demand Driven Operating Model, une étape de transformation qui va intégrer ensuite la planification à moyen terme, qu'on appelle DD-SNOP comme Demand Driven SNOP, ainsi que la planification à long terme, qu'on appelle Adaptive SNOP. Pour faire un comparatif, je dirais, avec l'approche MRP ou MRP2 classique, disons que nous pourrions dire, si encore une fois on regarde de gauche à droite, à gauche le niveau DDOM, ça correspond au niveau opérationnel du CBN, ou calcul de besoin, ou encore MRP en anglais, tandis que la brique intermédiaire du milieu, DD-SNOP, va correspondre à l'horizon tactique PDP, ou MPS en anglais, et enfin, à droite, la troisième brique correspondrait à l'horizon tactique du PIC, ou SNOP en anglais. Mais, et il y a un grand mais, la comparaison, je dirais, s'arrête là, puisque nous sommes ici, avec le DDMRP, dans une philosophie résolument différente. D'une part, il s'agit ici de se focaliser non pas sur la réduction des coûts, mais sur la protection du flux, de faire en sorte qu'il ne soit plus interrompu, dû à des problèmes de rupture de composants, de manque de capacité, etc. Et donc, in fine, obtenir la satisfaction client. Et d'autre part, alors que l'approche MRP traditionnelle est, je dirais, top-down, descendante et linéaire, depuis le pic jusqu'au calcul de besoin, sans réelle boucle de retour, le Demand Driven, au contraire, introduit ces fameuses boucles de retour, c'est ce qu'on voit sur les flèches en bas sur le schéma, qui vont permettre de remonter les informations de l'opérationnel au niveau tactique et stratégique, et permettant ainsi de réajuster les décisions à chaque fois que nécessaire. Et c'est ce qui rend l'entreprise beaucoup plus agile. Alors, une fois qu'on envisage de migrer un modèle de planification classique vers du DDMRP, il est évidemment légitime de se poser la question de l'impact et plus généralement de la facilité de la démarche pour le système d'information. Typiquement, un directeur de système d'information ayant déjà eu de grandes difficultés à alimenter correctement son ERP ou son APS serait en droit de se dire, déjà, c'est pas simple avec mon ERP, pourquoi est-ce que je me compliquerais la vie en rajoutant un nouvel outil? Et on va dire que c'est souvent un procès d'intention, on va dire, qui est souvent fait aux outils best of breed. Avant d'évaluer l'impact d'une solution DDMRP, j'ai pensé que nous pourrions revoir cette planche que nous avons déjà présentée lors d'un précédent masterclass CXP consacré à l'évolution des systèmes d'information et des systèmes ERP en particulier. C'est intéressant de le revisiter aujourd'hui par rapport aux enjeux d'agilité liés à la supply chain auxquels les SI sont confrontés. Et justement, ce slide faisait un peu le constat de la fin des ERP monolithiques, sachant que la grande force d'un ERP, c'est justement de constituer une base de données partagée, d'intégrer les données techniques, les stocks, les commandes clients, les fournisseurs, la finance, etc. C'est vraiment le cœur de l'ERP.
Alors, avec l'arrivée des nouvelles applications SaaS, des API, des apps, des connecteurs en tout genre, hein, qu'on peut trouver sur des plateformes type Amazon, Google, Microsoft, etc., il est vraiment possible, il est devenu possible de booster son système d'information, sans parler de l'accès au machine learning, big data, et ainsi de suite. Donc, et de fait, les ERP eux-mêmes ne s'y sont pas trompés en devenant naturellement beaucoup plus ouverts et communiquants avec les applications tierces. Du coup, on peut se dire que pour des applications du type CRM ou pour rester dans la supply chain WMS, on va dire l'approche best of breed, aujourd'hui, elle est clairement entrée dans les mœurs. C'est même plus un sujet. Et donc, finalement, puisque la fin des SI monolithiques est actée, qu'en est-il pour le planning? Et pourquoi pas, c'est le dernier petit nuage qu'on voit en bas à droite, pourquoi pas une application DDMRP, désormais disponible également en SaaS pour les principaux éditeurs qu'on a évoqués précédemment. Et de fait, on va dire que déporter le décisionnel, les mécanismes de planification, d'exécution dans une plateforme DDMRP, va permettre de limiter le périmètre de l'ERP à son cœur de métier. Et de plus, dans un environnement multisite, avec des ERP hétérogènes, tous ces sites peuvent partager et faire évoluer les mêmes processus au travers d'une plateforme commune. Le best of breed, et en l'occurrence ici le DDMRP, vient donc au secours quelque part de l'intégration des processus dans un environnement plutôt hétérogène. Une autre façon de challenger cette approche best of breed, c'est de repartir de l'approche classique proposée par un projet ERP, en quelque sorte sa promesse, y compris en termes de planification intégrée. Une des vocations d'un logiciel ERP, c'est précisément d'intégrer l'ensemble des processus de l'entreprise, de la planification à l'exécution. Ça inclut a priori la supply chain, du SNOP stratégique tout en haut jusqu'au reporting en passant par l'exécution. C'est ce qu'on voit dans la colonne de gauche. Et donc, en général, un projet ERP, qui est un projet d'entreprise assez complexe, a pour objectif, dans un corps modèle sur la première année, d'essayer un petit peu de modéliser l'ensemble des processus, et puis de le déployer typiquement à travers un site pilote la première année, et puis ensuite, sur les autres sites, les autres départements d'entreprise, ce qu'on appelle le rollout ou le déploiement sur les autres business units. D'un point de vue pragmatique, dans les faits, souvent, donc déjà, on a tendance à panacher un petit peu des fonctionnalités, notamment en termes de planif, d'exécution sur WMS ou de business intelligence. Et puis surtout, quand on déploie l'application, c'est un projet complexe, ça prend un peu plus de temps. Donc le projet pilote, il a pris un peu plus de temps que prévu. Et puis les ambitions sont un peu revues à la baisse. Donc la partie SNOP, c'est parfois réduit à une partie de prévision, une partie pour la PDP, pareil. Le CBN est peu ou prou mis en place, l'exécution à peu près, le transactionnel sans problème, mais le reporting aussi pêche par un certain nombre de tableaux de bord qui manquent vraiment aux utilisateurs. Et si on poursuit, évidemment, les autres entités qui sont un petit peu très loin dans le planning de déploiement, ils ne voient pas le projet ERP venir, donc ils n'ont toujours pas de fonctionnalités à déployer. Et là aussi, il y a une perte en ligne de fonctionnalités. Pas simplement parce que le projet prend du retard, mais aussi parce que c'est difficile d'adapter le corps modèle aux spécificités de chacune des entités. Donc, à la fin, l'ambition, elle est très, très réduite. Et d'une certaine manière, puisque, on va dire, la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'assez progressivement, quelque part, Excel va reprendre ses droits, si je puis dire, et va se remettre à proliférer, ce qui est un petit peu paradoxal, puisque c'était vraiment l'inverse de l'objectif qu'on s'était donné. Du coup, on peut se demander, mais finalement, pourquoi tous ces fichiers Excel et comment est-ce qu'on pourrait aider le système d'information à lutter contre cette prolifération qui est définitivement non voulue? Alors, on a essayé d'identifier, on va dire, les suspects habituels, en faisant une fausse interview, j'allais dire, des utilisateurs qui ont repris leur bon Excel. Ce qu'on constate souvent, c'est qu'ils vont juger le système beaucoup trop nerveux, et je dirais c'est inhérent à la mécanique MRP qui engendre une propagation top-down et qui va amplifier des variations de prévision, d'erreurs de prévision via le calcul de besoins et déclencher des changements de priorité incessants. On va générer également une trop grande complexité avec des process d'analyse, de validation, de recommandations qui sont difficiles à interpréter, en tout cas pas du tout visuels. À une époque où chacun, je dirais, est habitué à une expérience utilisateur proche du smartphone, très intuitive, ça va pas favoriser l'adoption du système. On va reprocher au système un manque de fiabilité. C'est pas le moindre des paradoxes, puisque justement, du fait de l'hétérogénéité des sources d'information, l'information ne va pas être à jour. Et ce qui est plus embêtant, c'est difficile de s'en apercevoir. C'est typiquement un paramètre de stock de sécurité qui est mis à jour de temps en temps ou pas mis à jour du tout. Vous vous en rendez pas compte. C'est pas assez agile, c'est-à-dire que le système ne va pas être capable de réagir rapidement, ne va pas permettre de simuler. Et le système ne sera pas assez collaboratif, et ne rendant pas l'utilisateur acteur et en mesure de remonter des changements. Et la question qu'on peut se poser,
est-ce que finalement le DDMRP ne permettrait pas de pallier à ces aspects-là et de contribuer à abandonner Excel? Et justement, pour diminuer la nervosité, c'est tout l'intérêt de l'introduction des points de découplage et des buffers qui vont un peu saucissonner quelque part la nomenclature, absorber la variabilité. La complexité va être réduite grâce à un management beaucoup plus simple et visuel des priorités via des codes couleurs. Et concernant la fiabilité, et là on touche vraiment au cœur du système d'information, je dirais qu'il y a peut-être un triple effet bénéfique avec le DDMRP. Le premier effet, c'est d'une part, les paramètres de dimensionnement des buffers, à l'inverse des seuils de sécurité qu'on a dans les systèmes MRP, sont en permanence réactualisés de façon dynamique. D'autre part, on donne la capacité aux utilisateurs finaux de détecter par eux-mêmes des anomalies de données et de pouvoir remonter des demandes de correction. C'est-à-dire qu'ils vont voir un buffer qui reste trop longtemps dans le rouge, etc., ou qui est correctement mal dimensionné, ça va se voir de façon visuelle et donc on va s'apercevoir que le paramètre doit être modifié. Et surtout, l'impact sur la précision de données n'est plus tout le même. Là où une prévision de données ou un lead time pas bon aura des impacts démultipliés et catastrophiques quand on va exploser une nomenclature en MRP classique, et provoquant ce qu'on appelle le fameux effet coup de fouet, en DDMRP, en combinant, je dirais, des mécanismes d'absorption de variabilité de lead time et la prise en compte de la demande réelle, on va paradoxalement afficher une fiabilité beaucoup plus grande et une dépendance beaucoup moins grande à la précision des données avec des informations paradoxalement plus grossières. En termes d'agilité aussi, le système du DMRP va permettre de voir comment le système réagit à des demandes exceptionnelles, modéliser les facteurs d'ajustement. Et en termes de collaboration, si je puis dire, via des écrans simples et visuels, chaque acteur peut interagir beaucoup plus rapidement, des codes couleurs générant des codes priorité qui vont faciliter l'échange et la collaboration. Du coup, pour aborder maintenant l'interfaçage proprement dit, évidemment, un outil de planification en flux tiré de type DDMRP doit être bien intégré à l'environnement ici, puisque on a vu pour calculer les buffers, on a besoin d'informations qui viennent du DDMRP. Donc, il faut bien entendu impliquer le service informatique pour pouvoir automatiser les interfaces en l'ERP et le DDMRP. Et donc, sachant que les données de référence par nature sont souvent difficiles à maintenir au niveau des ERP, je dirais c'est l'occasion, un projet de déploiement des DDMRP, de remettre à plat le processus. Et en définitive, j'ai envie de dire que les échanges sont assez simples et peuvent commencer assez rapidement par une interface quotidienne sous forme de fichiers plats, avant d'envisager une intégration proche du temps réel et plus intense, si je puis dire. De quoi a-t-on besoin comme données? Il s'agit principalement des données maîtres, des données transactionnelles, dont l'ERP devra, c'est important, conserver la maîtrise et la responsabilité, tandis que le DDMRP aura quant à lui en charge de renvoyer l'ERP, les ordres de planification, donc les demandes d'achat, les OF, les ordres de transfert, etc., pour tous les articles qui sont gérés en DDMRP, c'est-à-dire qui sont éligibles à la mise en place de buffers. Parce qu'en effet, c'est important, il est bien entendu possible de continuer à faire cohabiter le DDMRP avec du MRP classique, qui pourrait être, pourquoi pas, maintenu pour certaines catégories d'articles pour lesquels la gestion en mode DDMRP n'est pas pertinente, soit dans l'outil ERP, soit dans le logiciel DDMRP, s'il est capable de gérer les deux modes. Et de façon optionnelle, bien entendu, selon les cas, le RP pourra également proposer de calculer les prévisions de vente à différents niveaux, tant au niveau opérationnel pour compléter l'historique des ventes et permettre un meilleur calcul de la projection de la consommation journalière, ou encore au niveau tactique pour alimenter les DSNOP, en lieu et place, pourquoi pas, par les prévisions qui seraient proposées par l'outil des DMRPI même. De même, si une solution SNOP est déjà adossée à l'ERP, il pourra être pertinent de la solliciter pour aider au dimensionnement stratégique des buffers. On le voit, il faut donc adopter une démarche pragmatique et flexible pour l'interfaçage. C'est ce qu'on va un peu détailler maintenant. Alors, à travers ce transparent, on a essayé de représenter l'évolutivité et l'intégration avec les systèmes d'information en fonction de la trajectoire demand-driven de l'entreprise. Alors, comme on vient de l'évoquer, l'interfaçage peut être simple, démarrer avec des fichiers plats. Il pourra ensuite évoluer vers une interface plus proche du temps réel avec des outils EPL, complétés éventuellement par de la BI, pour laquelle, je dirais, la recommandation serait justement de créer un data mart en vue de consolider des données nécessaires pour produire les tableaux de bord et être autonome par rapport à l'ERP. In fine, il pourrait être pertinent de mettre en place une intégration bidirectionnelle via des API ou encore des connecteurs standards qui sont développés justement par les principaux éditeurs de solutions DDMRP. À ce propos, j'ouvre une parenthèse ou un point de vigilance concernant les connecteurs, et particulièrement pour les connecteurs SAP. Ce qu'on appelle un connecteur standard fonctionnera, c'est peut-être la palissade, d'autant mieux que la configuration de l'ERP est standard elle-même. Ce qui veut dire que si le connecteur apporte une boîte à outils, une méthodologie pour mettre en place, pour faciliter l'intégration avec l'ERP, il ne dispensera pas d'adapter l'interfaçage en fonction de l'adaptation de l'ERP lui-même. Ces trois niveaux d'intégration sont présentés sur l'axe vertical et une espèce de courbe en U
pour évoquer non pas un recul de l'interfaçage, mais quelque part aussi une courbe de changement, puisque il faut, d'une certaine manière, faire le deuil du fait que le RP n'aura plus la responsabilité sur la planification et va le transférer progressivement au DDMRP. Ainsi, le DDMRP au début est sollicité pour faire le calcul, le RP garde la main. Dans ces cas-là, l'interfaçage simple suffit. Et puis, progressivement, en sollicitant davantage l'outil, pour prendre en charge toute la démarche du Driven, l'outil de DMRP devient l'unique outil de planification et donc va requérir davantage d'informations et des échanges beaucoup plus fréquents. Et je dirais que c'est pas le seul aspect de la flexibilité, puisque dans certains cas, dans certaines entreprises, le découpage des responsabilités va être différent. Le RP va pouvoir gagner la main sur une partie de la planification. La business intelligence peut être mise à contribution pour la partie des SNOP, c'est ce qu'on a vu. Et enfin, surtout dans certaines entités, il peut y avoir une maturité un petit peu hétérogène. Pour certaines qui seront équipées d'un ERP différent ou toujours en attente du déploiement, ce qu'on avait évoqué. Et donc, on pourra tout à fait, dans le cas d'un projet DDMRP, avoir une intégration différenciée, c'est-à-dire que tout le monde va avoir le même outil DDMRP, permettant ainsi la remontée et la synchronisation des informations au niveau global, mais avec un niveau d'interfaçage complètement différent, certains restant, par exemple, l'exemple du C3 sur le schéma, avec une interface classique en fichier à plat. Donc, on le voit, le rapport coût-bénéfice pour le SI semble favorable. Donc, on l'a évoqué précédemment, le DDMRP permet in fine une meilleure fiabilité des informations. Pour une planification, selon le fameux précepte, approximativement juste vaut mieux que précisément faux. Et aussi parce que le DDMRP, dans sa simplicité, pourra déployer de façon universelle dans l'entreprise et finalement permettre au SI de retrouver de la cohérence et de la légitimité. Ceci étant, le déploiement d'un projet DDMRP reste un projet à aborder avec méthode et c'est ce que nous allons voir à présent avec notre partenaire Bitwise pour la masterclass. Et donc, Frédéric, je te laisse la parole. Bien, merci pour tous ces éclairages, Gilles. Donc, pour la partie approche et implémentation d'un logiciel DDMRP de type Best of Breed comme Bitwise, on a développé chez Bitwise une méthodologie qui se veut aussi en rupture par rapport à ce qui a pu se faire les dernières années, les 10-20 dernières années. J'ai été, moi, longtemps dans ma carrière chef de projet d'implémentation de RP ou de MES, où on passait beaucoup de temps à écrire des spécifications et puis après souvent à développer par rapport à ces spécifications-là. Et se rendre compte au bout de 9 mois que c'était pas forcément ce qu'on voulait en termes de développement. Aujourd'hui, chez Bitwise, on a plutôt développé une approche où on va directement le plus vite possible dans le système, parce que rien n'est plus efficace que l'utilisation du système, que de se rendre compte clairement qu'est-ce que ça signifie de planifier dans un environnement DDMRP. Et c'est très difficile quand on connaît pas la méthodologie, qu'on n'a pas cette expérience-là, d'aller écrire des spécifications au départ. Et donc, nous, on pousse pour la mise en place, dans un premier temps, d'un pilote avec l'utilisation du système le plus standard possible. Donc, on va retrouver 4 phases. La première phase, c'est la phase qui permet de se préparer. Et donc, il y a dedans la partie inspiration, c'est ce que vous avez ici sur 1. La formation est très importante. Cette méthodologie est quand même assez disruptive. Elle est récente, elle date de 2010. Et elle vient un peu en rupture d'une méthodologie, le MRP, qui a été créée dans les années 60, et donc qui est une méthodologie qu'on a tous appris à l'école et qu'on utilise tous depuis des années. Donc nous, on a beaucoup insisté sur la formation. On est aujourd'hui les leaders mondiaux de la formation demande-driven, avec la formation d'un champion sur les sites, et puis également la formation générale de la compréhension de l'approche avec le Serious Game DD-Bricks. Une fois qu'on a créé cette inspiration, qu'on a créé la volonté d'aller vers le changement, l'outil vient en deuxième lieu. Et donc, il va falloir designer la solution. Et donc là, par des ateliers de design, on va venir designer les flux, qu'on appelle la VSM, Value Stream Mapping. Où est-ce qu'on veut positionner éventuellement des points de découplage, les buffers, comment est-ce qu'on veut travailler avec la solution. Et une fois qu'on a fait ce design-là, on va travailler sur les données, donc la collecte des données. C'est des données assez simples, Gilles vous l'a montré précédemment. C'est des données très classiques qu'on va retrouver dans la plupart des ERP, des fiches articles avec des informations comme la taille de commande ou la taille de lot,
le prix d'achat, la quantité par palette, des choses comme ça. On va retrouver aussi les nomenclatures, les commandes ouvertes, voilà. Donc des données assez classiques, simplement il faut un peu mapper où est-ce que se trouvent ces données-là. Une fois qu'on a fait cette phase de préparation, on rentre dans la phase 2, hein, c'est vraiment la phase où on met les mains dans le moteur. Donc c'est le numéro 4 ici, la modélisation. Et donc là, on va travailler un peu avec une méthodologie de Scrum, hein, où on va aller dans l'outil, hein, charger les données qu'on a récupérées, aller dans l'outil directement et voir avec les key users et les services IT si le résultat correspond à ce à quoi on s'attend. Et donc là, il y a une partie adaptation un peu des données, nettoyage des données souvent, hein, et c'est là un peu le cercle vertueux dont parlait Gilles, hein, c'est qu'on se met à utiliser des données qui peut-être n'étaient pas forcément très utilisées par le passé, on voit des incohérences et donc ça permet de les améliorer. Et puis on va former les administrateurs et les key users au système. Quand on arrive à la fin de cette phase-là, on a ce qu'on appelle un soft go live. C'est une réception technique que vous voyez ici. Donc la réception technique, c'est le logiciel, il est configuré avec les données, il est prêt à être utilisé. Simplement, ce qu'on veut maintenant, c'est le confronter à la réalité. Hein. C'est de voir est-ce que les recommandations que va faire le système, est-ce que les décisions qu'on va prendre avec le système sont cohérentes, correspondent à l'idée que s'en font les utilisateurs ou les managers et elles ne sont pas trop en décalage avec ce qui se passait précédemment. Et donc là, on va rentrer dans une phase de validation du modèle. Hein, et donc ici, le numéro 5, c'est la répétition, c'est qu'on va répéter des runs semaine après semaine. On va définir des indicateurs de performance pour mesurer si on a un impact sur les niveaux de stock, par exemple, ou sur le taux de service. Et on va venir ajuster les paramètres. Et au fur et à mesure qu'on améliore le design, toujours avec des scrums, mais cette fois un peu plus espacés, on va former les utilisateurs finaux au logiciel. Et donc, ils sont formés directement dans l'outil avec leurs données, ce qui est beaucoup plus simple que de les former avec un environnement théorique. Et quand l'utilisateur, les managers sont OK avec le logiciel, OK avec son paramétrage, hein, on voit qu'on est à peu près à 2 mois et demi, on définit un go live. Ce go live là, c'est l'utilisation dans la vraie vie du logiciel pour prendre des décisions de réapprovisionnement, de lancement de production. Par contre, on ne va pas lâcher les clients tout seuls face au système. On va avoir une phase de coaching où souvent c'est une fois par semaine, ça peut être un petit peu tous les jours aussi s'il y a besoin de plus de coaching. On va venir les accompagner sur les bonnes décisions à prendre. Parce que bien sûr, il y a toute la partie change management à assurer. C'est pas la même approche, c'est pas les mêmes réflexes qu'il faut avoir. Il faut aussi lutter très certainement contre des réflexes qui sont, pour certains, depuis 20 ans, de travailler de la même façon. Et donc là, on est là en accompagnement pour définir la façon de travailler, les bons process, et puis avec le data mart. Donc ça, c'est une option qui permet également d'avoir des analyses, des reports sur les résultats complets de la méthodologie et de l'implémentation. Et pour assurer le succès de toute cette transformation, chaque client va avoir un Customer Success Manager qui lui est attitré. Ce Customer Success Manager, son rôle, c'est le support au quotidien, le suivi des problèmes, gérer les upgrades nécessaires du logiciel et puis gérer des demandes de changement éventuelles. C'est l'accompagnement au quotidien du client. La clé du succès, c'est qu'un Customer Success Manager n'a pas 100 clients à gérer. Il en a une dizaine, donc il les connaît très bien, il les visite, il connaît leur processus. C'est sûr qu'on est dans un monde industriel, souvent, où les processus peuvent être assez complexes et différents même d'un client à l'autre, et ça nécessite une très bonne connaissance des contraintes. Donc la solution de Bitwise en termes techniques, alors déjà, Bitwise, on est un logiciel best of breed, comme a dit Gilles. On est aussi un leader mondial de la formation demande-driven, comme je vous l'ai dit, et on fait aussi de l'accompagnement. Hein, donc, on a trois piliers. Notre objectif, c'est vraiment de défier le marché traditionnel des logiciels de supply chain avec une solution de planification DDMRP de bout en bout. Le but, c'est d'aider nos clients d'avoir une supply chain qui soit synchronisée avec la demande réelle.
Et c'est d'autant plus important dans le monde d'aujourd'hui qu'on appelle VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, où la planification poussée par les prévisions montre ses limites dans quasiment tous les secteurs industriels. Et donc, notre plan, c'est d'abord avoir un système flexible qui peut évoluer avec les clients, donc basé sur un standard qui soit le plus universel possible, commencer simple, et après, au fur et à mesure que les clients gagnent en maturité, de commencer ce qu'on appelle nous à le customiser pour apporter la petite touche qui permet de répondre à leurs spécificités propres. La deuxième partie, c'est l'innovation. Le DDMRP est une méthodologie jeune et on apporte, nous, en tant que contributeurs, en tant qu'instructeurs mondialement reconnus, aussi des innovations et des nouveautés dans cette méthodologie au fur et à mesure des contraintes qu'on se rencontre. Et puis, on commence à intégrer des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et le machine learning. Ensuite, le troisième critère qui est vraiment capital, c'est l'expérience utilisateur, le UX, et l'interface utilisateur, le UI. Ça doit faire la différence. J'ai été très longtemps, comme je vous dis, chef de projet dans les ERP. On se rend compte que très souvent, ce qui fait les utilisateurs, ce qui les fait passer sur Excel, c'est l'ergonomie, l'utilisation de ces ERP, qui, pour leur quotidien, ne leur permet pas d'avoir les informations, toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre leurs décisions. Et donc là, on a développé un outil qui a été développé par des utilisateurs et pour des utilisateurs. Le critère suivant, c'est proposer des fonctionnalités, ce qu'on appelle de bout en bout, end-to-end. C'est vrai qu'au début, on avait juste un moteur de réapprovisionnement pour des composants, puis après, on s'est mis à faire des ordres de fabrication, et puis après de la distribution, et puis après du human management, du PIC, plan industriel et commercial. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un outil qui permette de faire toute la supply chain de A à Z et pas seulement juste une première partie. Et la dernière chose très importante, c'est la performance du logiciel. On a commencé avec des clients qui avaient 10 000 références, puis 50 000. Aujourd'hui, on dépasse le million de références, ce qui fait tous les jours des trillions de calculs, puisqu'on va recalculer sur chaque point de stockage les projections en intégrant des calendriers d'ouverture, en intégrant la demande du client. Et donc, il faut technologiquement, on suive. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi la technologie AWS avec un codage en Python qui nous a permis d'accélérer, de diviser quasiment par 10 notre performance sur les 2 dernières années. Enfin, plutôt de l'augmenter par 10. Notre technologie, donc on a un logiciel SaaS, Software as a Service, avec une instance unique sur laquelle on va faire des releases mensuelles avec des nouvelles fonctionnalités. Et chaque nouvelle fonctionnalité est disponible pour tout le monde. Donc quand on va développer une nouvelle fonctionnalité pour un client qui en a besoin, ce qu'on va essayer, c'est de faire une fonctionnalité qui réponde au marché en fait et qui sera après une fonctionnalité utilisable pour l'ensemble de nos clients. Et donc, vous voyez ici qu'on est hébergé chez AWS. Donc, quand vous vous connectez, c'est bien un web server, vous vous connectez sur l'application via des tablettes ou votre PC. Notre base de données va venir récupérer les informations de manière quotidienne ou plusieurs fois par jour. On n'a pas besoin du temps réel dans notre environnement de planification. De manière quotidienne ou plusieurs fois par jour, on va venir récupérer dans les ERP les informations dont on a besoin pour faire les calculs. Et donc, l'ERP reste toujours l'outil maître pour ces informations-là, le code article, les informations de la fiche article, les nomenclatures, la création des ordres de process et la gestion de l'éclatement de l'ordre de process, les commandes d'achat, etc. On récupère ces informations, on fait les calculs de besoins, de fabrication, de réapprovisionnement, on prend les décisions dans Bitwise. Et une fois que les décisions sont prises, on va venir remonter la demande de création d'ordre d'achat, la demande de création d'ordre de process avec des quantités et des dates dans l'ERP. Alors cet échange, il peut se faire de plusieurs façons. La façon la plus répandue et la plus simple, c'est des échanges de fichiers CSV via un serveur SFTP qui marche très très bien, qui permet très rapidement d'avoir une implémentation des données dans le logiciel. Et puis après, quand on veut aller plus loin, on va pouvoir développer des API
à la demande, ou nous, pour des principaux ERP, nous avons développé des connecteurs certifiés. Donc aujourd'hui, on a des connecteurs avec SAP et avec Microsoft Dynamics qui permet pour nos clients, et notamment leur service IT, d'avoir la connexion avec un minimum d'efforts, sans développement d'ABAP, par exemple, pour le connecteur SAP. C'est simplement une intégration et l'ouverture des ports, et après la sélection dans SAP des variantes qu'on va vouloir échanger. Et donc, vous allez avoir un environnement qui va être proposé en live, également un environnement en UAT pour tester les nouvelles versions et puis les développements, et puis un environnement test pour nos développeurs. Et également, on peut avoir un quatrième environnement qui est l'environnement de simulation pour ceux qui vont vouloir avoir des jeux de simulation. Donc ça, c'est notre technologie. Qu'est-ce que ça change d'avoir un outil comme Bitwise au quotidien? Si on se met dans la peau d'un planeur, le planificateur, il a besoin d'un système de planification et d'exécution des commandes d'appro qui soit très simple et très visuel, qui ne repose pas sur Excel et dont la compréhension ne nécessite pas un diplôme en mathématiques, parce qu'on se rend compte que souvent la complexité des formules qu'on va pouvoir mettre rendent l'adoption des systèmes plus difficile. Et donc, on va avoir des routines qui vont être faites avec des routines quotidiennes et des routines plus hebdomadaires, où on va commencer la journée en regardant les signaux. Et donc là, on est plus dans du management par exception. Voilà les articles, voilà les familles qui ont besoin d'être réapprovisionnées, d'être fabriquées. Voilà la priorité en fonction de la couleur, de la pénétration du buffer. Et puis voilà les endroits où je risque d'avoir un problème, une rupture, un retard. Et donc, le planeur va gérer comme ça sa journée. Et nous, ce qu'on observe, c'est chez nos clients, on a une réduction du temps de planification. Très souvent, les clients ont une habitude de planifier de manière hebdomadaire et ils passent 2-3 jours à planifier, à faire, à défaire et à refaire. Ici, on va plutôt avoir une planification quotidienne avec une demi-heure par jour. Et on évite de refaire les choses, en fait, puisqu'on prend la décision quand on a l'information fiable, qui est la demande réelle, bien sûr. Et puis, on va avoir également un meilleur contrôle avec des indicateurs beaucoup plus visuels de l'état des stocks ou des portefeuilles qu'on gère, une meilleure communication avec le manager pour définir la tactique et les approches. Et puis, une meilleure anticipation, ce qui va permettre de réduire le stress. Pour les managers, c'est la visibilité, c'est le côté rupture des silos, puisque dans un environnement demand-driven, on va avoir la production, la finance, les achats, la supply chain qui sont tous centrés sur la même information qui est la synchronisation avec le marché. On va être capable de mieux focuser sur ce qui compte et on va avoir bien sûr moins de stress puisque moins de discussions et de friction sur la fiabilité des prévisions, sur les niveaux de stock, etc. puisque tout devient transparent et assez clair. Donc là, vous avez des indicateurs qui sont très typiques d'un environnement demand-driven, notamment par exemple l'order compliance, ici. C'est la capacité de vérifier est-ce que le signal qui avait été généré par le système des DMRP a bien été suivi par le planeur. Donc, je prends un exemple, j'ai un planeur qui reçoit un signal un matin de créer une commande de réapprovisionnement de 1000. Est-ce que le planeur a bien créé dans la journée la commande de 1000? S'il a créé une commande le lendemain, on va avoir une non-compliance. S'il a créé une commande, mais de seulement 700, on va avoir une non-compliance qu'il faudra expliquer. Et ça, c'est très important. Vous voyez ici une courbe d'adoption. C'est aussi une note de l'adoption de la méthodologie. Parce que cette méthodologie ne va apporter des bénéfices que si elle est suivie. Si on continue à appliquer la même approche que par le passé, l'outil, lui, fera ce qu'on lui demandera, mais les résultats attendus de réduction des stocks ou de taux de service ne seront pas là. Et donc, ce qu'il faut mesurer, c'est les écarts par rapport à cette compliance et d'aller les expliquer et faire de l'amélioration continue, de l'éducation, peut-être du reparamétrage, c'est peut-être un problème de paramétrage ou de qualité des données. Et moi, ça me rappelle une anecdote quand j'étais responsable planning il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Vous arrivez à la fin du trimestre, vous avez le responsable financier qui vous dit mais c'est pas possible, tes stocks ils ont éclaté, vous êtes beaucoup trop haut. Vous regardez un peu quelques articles et vous voyez que certains articles, vous avez 3 fois le stock que vous devriez.
vous allez voir votre planificateur et là, il vous dit, bah, il y a 6 mois, quand j'ai passé la commande, c'est un article à long délai, je te garantis que j'avais le besoin qui apparaissait dans le RP. Voilà. Simplement, 6 mois après, c'est impossible de savoir ce qui s'est passé, puisque le RP s'est recalculé déjà des dizaines de fois depuis, avec cette nervosité qu'on lui connaît. Et donc là, vous êtes obligé de lui faire confiance et vous n'arrivez pas à expliquer la situation dans laquelle vous êtes. Avec ce genre d'indicateur, vous savez exactement ce qui s'est passé et vous avez l'explication de pourquoi on n'a pas suivi la recommandation du système. Vous allez également avoir un indicateur qui est intéressant ici, c'est le rapport des livraisons. C'est vous mesurez pour chaque fournisseur le statut de votre buffer au moment de la livraison. Ça, c'est intéressant parce que quand vous passez une commande à un fournisseur 6 mois avant, vous lui donnez une date. Cette date est très théorique parce qu'elle dépend sur une consommation moyenne, des prévisions. Et si ça se trouve, au moment où vous allez réceptionner le produit, vous aurez moins consommé que prévu et vous serez dans le bleu, donc c'est sur stock, ou vous avez beaucoup trop consommé et vous serez dans le rouge, voire en rupture dans le rouge foncé. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller identifier par fournisseur lesquels, quand ils vous livrent, ils vous mettent dans cette difficulté-là. Et est-ce que ça vient du fournisseur ou est-ce que ça vient de vous, de votre gestion et de peut-être votre buffer qui est mal dimensionné? Voilà. Donc, visuellement et en termes d'indicateurs, on est beaucoup plus riche, on est beaucoup plus dans le contrôle que dans la méthodologie pure MRP. Et je vous disais, Bitwise est un outil intégré, donc je vous ai mis en 6 étapes à peu près ce que pourrait apporter Bitwise pour que vous puissiez vous projeter. Déjà, la gestion des prévisions. Parce que même si on est dans un environnement demand-driven, on sait très bien qu'avec les très longs délais de notre supply chain, on va avoir besoin de se préparer et donc d'avoir un peu de prévision. Et donc ici, je vous ai mis un exemple d'un client qui avait des prévisions de manière saisonnière. Et donc, vous voyez que vous allez le passer en rouge et vous avez ici la prévision qui reproduit la saisonnalité en bleu avec cette capacité d'analyser la qualité des prévisions. Ensuite, une fois que vous validez les prévisions, vous allez éclater ça sur l'explosé, sur le modèle DDMRP. Alors, bien sûr, tous les articles ne sont pas en DDMRP, donc vous allez avoir un peu de MRP et un peu de DDMRP, et ça, on est capable de gérer les deux. Et donc, ce qui va permettre de projeter vos buffers dans le futur ou de projeter un article en MRP ici à droite, selon la nomenclature. Et donc là, je vous ai mis un exemple de nomenclature telle qu'elle apparaît dans l'outil, avec cette capacité de voir à chaque étage de la nomenclature quel est le niveau du stock et du buffer, et de pouvoir voir à certains niveaux, je suis en rupture, à d'autres niveaux, je suis en surstock. Ça permet également de projeter des stocks, des capacités de production. Ici, vous voyez sur une zone noire, de faire des anticipations pour des fermetures usines, etc. Donc, de vraiment faire sa tactique et son approche. Et puis après, une fois qu'on a projeté les capacités, on va pouvoir, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans un environnement où on a une capacité infinie à l'instant T, on va pouvoir optimiser, lisser notre plan par rapport à nos contraintes. Ça peut être des tailles de cuves, ça peut être des ouvertures machines, ça peut être des camions complets, etc. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, vous allez être capable de réduire si vous avez trop peu de capacité ou d'augmenter si vous avez trop de capacité et vous voulez l'utiliser. Et puis ensuite, l'exécution, l'étape 5. Donc, c'est je lance les ordres de fabrication, je les exécute, je lance les commandes et je les suis avec mes fournisseurs. Vont être très visibles et très collaboratifs, c'est-à-dire que tout le monde aura la même visibilité du niveau de stock. Les alertes ici vont apparaître centrées. Tout le monde aura une alerte qui est centrée sur le niveau du buffer qui, lui, est aligné avec la demande du client. Et ça permet même de donner des vues à certains fournisseurs, de pouvoir faire un approvisionnement collaboratif avec eux. Et puis, sur les ateliers, la gestion des priorités qui, elle, est toujours en relation avec la promesse du client. Et donc, on va pouvoir aussi faire l'ordonnancement des ateliers, l'ordonnancement du remplissage des camions par rapport à ces priorités-là. Alors, quels résultats on a pu observer depuis maintenant 5 ans que Bitwise existe? Donc, je vous ai mis 6 clients qui sont assez représentatifs, qui ont accepté de communiquer sur leurs résultats. C'est un peu nos clients historiques. Donc, moi, je viens de chez Biomérieux, donc voilà, je connais très bien ce projet-là. Donc, chez Biomérieux, on avait mis en place le DDMRP sur les flux d'équipements. Donc, on fabrique des équipements pour les analyses de sang ou les analyses bactériennes ou virales. Et donc, on a pu observer une réduction du time to market. En créant des points de découplage, on a créé des boucles beaucoup plus réactifs. Donc, on a une réduction de 66% du time to market. On a observé un notif
à 100% sur les équipements et à 93% sur les pièces détachées. Une réduction des stocks de 25% et qui s'est fait assez rapidement, et une amélioration du temps passé, de l'efficacité des planeurs de 66%. En règle générale, et ça, il y a des études aussi qui le montrent, hein, je vous invite à regarder l'étude notamment du cabinet Camelot, un cabinet allemand, qui a fait une étude sur les projets des DMRP. On observe des réductions de stock entre 20 et 40%, des accélérations, donc réduction des temps de cycle entre 20 et 60%, des taux de service qui sont, sauf rupture majeure, parce qu'il y a une crise sur le marché, qui sont toujours au-dessus de 90%, et une réduction du stress des planeurs. Et donc là, vous observez chez Etex, 20% de réduction du temps pour les planeurs. Donc Etex, c'est assez fort, celui-là, ils l'ont déployé mondialement sur 85 sites en 3 ans. 40% de réduction des stocks. Rimowa, les valises, eux, ça a été le nombre de buffers qu'ils ont voulu gérer, qui était assez impressionnant, avec 900 000 buffers. Donc c'est là où on a été fortement challengé sur la capacité de calcul, avec des ruptures divisées par 3. Sames Kremlin, qui font des pistolets de peinture pour l'industrie automobile notamment, au type de 95%, avec 40% de réduction des stocks. Vous avez Minova, qui est dans le monde minier, ou Protea Chemicals, qui fabrique des API en Afrique du Sud, et ont les mêmes genres de résultats. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation à la fois très riche et très visuelle, je dirais, à l'image de la philosophie du DDMRP. Pour conclure, effectivement, donc ce qu'on a pu constater, c'est que finalement il y a des tendances qui convergent. Disons peut-être que les planètes s'alignent pour le DDMRP, puisque d'une part, le DDMRP maintenant s'inscrit dans la durée, c'est plus un effet de mode. Après, avec les premiers retours d'expérience et la progression, je dirais, des différents acteurs, maintenant on a vraiment des solutions qui sont vraiment intéressantes en termes de perspective et de pérennité. Et puis d'autre part, effectivement, c'est ce qu'on constatait, c'est que les SI et les ERP en particulier sont maintenant câblés pour ne plus être monolithiques et d'accueillir naturellement des applications best of breed type DDMRP pour prendre en charge les aspects planification avec, pourquoi pas, des nouveaux paradigmes. Alors, en termes d'impact sur le SI, on va dire que le rapport bénéfice-risque, il est plutôt favorable au SI. Donc, c'est ce que je mets dans le sous-titre en disant est-ce que finalement le DDMRP ne serait pas l'allié de votre système d'information? En effet, on l'a vu, l'interface Sage, il est à la fois simple et progressif. Et puis, le DDMRP, naturellement, facilite la maîtrise et la justesse des informations qui transitent dans le système. On voit également le DDMRP élimine les solutions de contournement, au premier rang desquelles Excel, et de fait renforce l'homogénéité du SI. Le DDMRP aussi, de par son management très visuel et très collaboratif, vous fait gagner en agilité, et donc de fait va favoriser la réduction et la complexité du système d'information. Et comme ça a été évoqué à diverses reprises dans cette présentation, l'idée c'est pas simplement de mettre en place un moteur DDMRP, c'est vraiment d'adopter des trajectoires demand driven, qui va en quelque sorte constituer une démarche vertueuse dans la transformation digitale de la supply chain de votre entreprise. Ce sera en ce qui me concerne le mot de la fin. Philippe, je te laisse conclure pour le CXP. Merci Frédéric et Gilles pour cet éclairage vraiment très complet. Il vous reste encore quelques minutes justement pour poser vos questions via la zone de dialogue, je vous le rappelle, qui est à votre disposition, et puis pour nous partager également vos premiers retours. On est toujours très friand, effectivement, d'avoir des retours comme ça à chaud. Et comme je vous l'indiquais en ce début de session, nous y répondrons par mail ou par téléphone en prenant un temps d'échange personnalisé à votre convenance. Pour compléter cette masterclass, je vous rappelle que vous avez également à votre disposition nos notes de recherche qui pourront alimenter vos réflexions et conforter vos choix. Vous allez y retrouver donc notre annuaire des solutions DMRP, DDMRP et bien d'autres éditeurs à votre disposition, des études comparatives, des cahiers des charges prêts à emploi afin de sécuriser votre projet. Nous pouvons également vous accompagner, comme je le disais au préalable, dans le cadre d'une mission de conseil, et je me tiens à votre disposition pour étudier bien entendu votre besoin. Si vous souhaitez participer à notre prochaine session, je vous invite à découvrir nos thématiques sur mycxp.fr/masterclass. Et enfin, pour terminer, je vous remercie très sincèrement pour votre participation. Nous vous souhaitons tous trois une très bonne journée et vous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir.